Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Février 2007, il y a 18 ans déjà, direction le comté de Macomb, dans l'État du Michigan, un endroit qui, en temps normal, ne fait pas beaucoup parler de lui. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Voici Tara Lynn Grant, 34 ans, une femme dynamique, installée dans ce paisible comté avec sa famille. Mais avant d'en arriver là, retour sur son parcours. Tara est née le 28 juin 1972 sous le nom de Tara Lynn Hendricks, fille d'Alan et Mary Hendricks. Une famille sans histoire, un foyer ordinaire. Elle avait une sœur, Alicia, et à première vue, leur enfance a été plutôt classique. Rien de particulièrement sombre ou troublant. Petite, elle avait une passion indéniable, les animaux. Mais pas juste un petit chien ou un chat ronronnant sur le canapé. Non, elle adorait les chevaux, littéralement. Elle en possédait un et ce n'était pas un caprice de gosse riche. Elle s'en occupait elle-même. Mieux encore, elle élevait d'autres animaux pour les foires d'État et s'en sortait plutôt bien, à tel point qu'elle avait décroché le prix du grand champion pour un porc. Oui, un porc. Ce qui est, mine de rien, un exploit dans son domaine. Mais Tara n'était pas juste une amoureuse des bêtes, c'était aussi une battante. Une vraie boule d'énergie. Sportive accomplie, toujours à fond dans les équipes de son école. Basketball, athlétisme, cheerleading. Si une activité nécessitait de courir, sauter ou encourager, elle était là. Et parce qu'il lui restait visiblement encore un peu de temps, elle jouait aussi de la clarinette dans la fanfare. Bref, une jeune fille pleine de vie, avec de l'ambition et une détermination à toute épreuve. Une femme qui semblait avoir tout pour elle. Tara n'était pas seulement une jeune fille pleine d'énergie et d'ambition, elle était aussi déterminée et travailleuse, du genre à ne jamais rien faire à moitié. Et ça, elle l'a gardé en grandissant. Après avoir décroché son diplôme de l'école secondaire, elle a foncé droit vers l'Université d'État du Michigan où elle a étudié l'administration des affaires. Sérieuse, appliquée, elle a fini par obtenir son baccalauréat sans surprise. Puis, en 1994, elle a mis la main sur un poste en or au sein d'une énorme boîte d'ingénierie et de construction, Washington Group International. Et elle n'y a pas juste fait acte de présence. Pendant 12 ans, elle s'est hissée jusqu'au poste de responsable des opérations, prouvant qu'elle était non seulement brillante, mais aussi redoutablement efficace. Une femme intelligente, ambitieuse, une carrière parfaite. Mais remontons un peu le temps, retour aux années universitaires. C'est là que Tara a croisé la route de Stephen Grant, l'homme qui allait devenir son mari. Un peu plus âgé qu'elle, il avait 37 ans au moment des événements, contre 34 pour Tara. Leur rencontre, rien de bien original, une fête étudiante, des rires, une complicité qui s'installe. Mais au départ, rien de plus. Tara n'était pas intéressée. Pour elle, Stephen était un ami, point final. Pourtant, il était là, toujours là. Et quand son grand-père est décédé, c'est lui qui s'est déplacé aux funérailles, sans prévenir, juste pour la soutenir. Geste simple, mais marquant. Et c'est peut-être à ce moment-là que quelque chose a changé. Petit à petit, l'amitié s'est transformée. Ils ont commencé à sortir ensemble, sont tombés amoureux.
Et un jour, Stephen a décidé de faire la grande demande. Il n'a pas fait ça n'importe où. Non, monsieur avait le sens du romantisme. Il a choisi un musée d'art à Détroit. Pourquoi ? Parce que Tara adorait l'art. Littéralement. C'était sa passion. Alors, dans ce lieu qui lui tenait à cœur, il a posé la question. Un geste parfait, une scène digne d'un film, un conte de fées moderne, enfin, presque. Aux alentours de 1996 ou 97, Tara Lynn Hendricks est devenue Tara Lynn Grant. Le mariage, les promesses, l'amour éternel. Et très vite, leur famille s'est agrandie. En l'an 2000, leur fille Lindsay est née, suivie en 2003 par leur fils Yann, une petite famille modèle, du moins en apparence. Avec 2 parents financièrement à l'aise, Lindsay et Yann ont eu droit à une enfance privilégiée, école privée, belle maison dans le comté de Macomb, tout cela grâce à leur mère. Car oui, c'est Tara qui faisait vivre la famille. Son job de responsable des opérations chez Washington Group International lui rapportait un salaire à 6 chiffres. Et Stephen, dans tout ça, eh bien, lui était père au foyer, ce qui, à l'époque, était un peu hors des normes. Il ne s'en cachait pas, bien au contraire, il se surnommait lui-même la maman de la maison. C'était lui qui préparait les repas, qui déposait et récupérait les enfants à l'école, pendant que Tara voyageait pour assurer leur confort. Une dynamique qui, au début, semblait bien fonctionner. Stephen aimait son rôle, Tara aimait son travail. Mais bien sûr, tout n'était pas parfait. Une partie du travail de Tara impliquait beaucoup de déplacements. Washington Group International n'avait pas ce nom pour rien. Ils avaient des projets partout dans le monde. Une semaine, elle pouvait être à Londres, la suivante à Porto Rico ou dans l'Idaho. Chaque lundi, elle prenait l'avion pour partir en mission. Chaque vendredi, elle rentrait pour retrouver sa famille. Et c'était là toute la complexité de sa vie. Elle adorait son travail, passionnée, ambitieuse. Elle ne regrettait rien. Mais partir toute la semaine laissait un vide. Être loin de Lindsay et Yann n'était pas facile. Pourtant, elle se rassurait en sachant qu'ils étaient entre de bonnes mains avec Stephen. Et pas seulement lui. Parce que gérer 2 enfants à plein temps, c'est un métier en soi. Et peut-être que, peu à peu, ce rôle a commencé à peser sur Stephen bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Stephen, malgré son rôle de père au foyer, ne voulait pas juste être la maman de la maison. Il voulait aussi travailler à sa manière. Il donnait quelques cours de football et, de temps en temps, il allait bosser dans l'atelier de son père, un endroit rempli d'outils et de machines. Un passe-temps, un exutoire, allez savoir. En tout cas, pour alléger sa charge, Tara avait eu une idée, engager une au pair, une jeune fille qui vivrait avec eux et aiderait avec les enfants. C'était une solution pratique, surtout pour un couple où madame voyageait aux 4 coins du monde. Au fil des années, plusieurs jeunes filles avaient travaillé pour eux. Et en début d'année 2007, c'était Verena, une jeune Allemande de 19 ans, qui occupait ce poste. Elle était venue aux États-Unis pour bosser et elle s'était retrouvée chez les Grant. Une vie de famille ordinaire, bien rodée, bien organisée. Enfin, en apparence. Car à l'extérieur, les Grant avaient tout du couple modèle. Un mari aimant, une femme ambitieuse, 2 enfants choyés, une maison confortable. Rien d'alarmant. Rien qui laisse penser que quelque chose clochait. Et c'est bien pour cela que ce qui s'est passé ensuite a été un véritable choc. En février 2007, cette famille américaine apparemment sans histoire a été frappée par une tragédie. Tara Lynn Grant, 34 ans, a disparu. Comme ça, sans laisser de traces. Le 14 février 2007, jour de la Saint-Valentin, le bureau du shérif du comté de Macomb a reçu un appel. Un homme voulait signaler la disparition de sa femme. Cet homme, c'était Stephen Grant. Mais voici où ça devient étrange.
Tara ne s'était pas volatilisée ce jour-là. Non, elle était déjà portée disparue depuis 5 jours. D'après Stephen, tout avait commencé le vendredi 9 février 2007. Ce soir-là, Tara était rentrée du travail. Cette semaine-là, elle était à Porto Rico pour une mission professionnelle. Comme d'habitude, elle avait pris l'avion pour rentrer chez elle, passer le week-end avec sa famille. Mais ce week-end-là, elle n'allait pas rester, pas cette fois, pas comme prévu. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le week-end était sacré pour Tara et sa famille. Normalement, elle rentrait le vendredi soir et ne repartait que le lundi matin, leur laissant 2 jours complets ensemble. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. En rentrant ce vendredi 9 février, elle a annoncé à Stephen qu'elle devrait repartir dès le dimanche. Son bureau de Porto Rico l'attendait pour une grosse réunion programmée tôt lundi matin. Mauvaise nouvelle pour Stephen. Quand il a raconté tout ça à la police, il a admis que ça l'avait mis hors de lui. Selon lui, ce n'était pas juste. Pas pour lui en tant que mari, pas pour leurs enfants. Oui, Tara était celle qui ramenait l'argent, c'était elle la fournisseuse, mais à quel prix? Leur famille passait toujours après, et il ne supportait plus ça. Ce soir-là, la dispute a explosé. Une énième querelle sur le travail de Tara, une frustration qui semblait l'accabler depuis longtemps. De l'extérieur, le couple semblait heureux et solide. Mais derrière les portes closes, les fissures devenaient béantes. Et puis, après leur dispute, quelque chose d'étrange s'est produit. Stephen a raconté à la police qu'après s'être disputé, Tara avait pris un appel. Il ne savait pas avec qui elle parlait, mais il a entendu une phrase qui l'a marqué. « Je te retrouverai au bout de l'allée ». Ensuite, elle a préparé un sac, ouvert la porte d'entrée et disparu dans la nuit. La dernière chose qu'il aurait vue, Tara montant dans une voiture sombre qui a ensuite pris la route. Et après ça, plus rien. Stephen a juré qu'il n'avait aucune idée d'où Tara était partie ce soir-là. Selon lui, elle avait juste pris ses affaires et disparu dans une voiture sombre. C'était, d'après lui, la dernière fois qu'il l'avait vue. Et pourtant, il avait attendu 5 jours avant de signaler sa disparition. 5 jours. Les enquêteurs ont tout de suite voulu savoir pourquoi. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Il s'est justifié en disant que ce n'était pas inhabituel pour Tara. Il a expliqué que, lorsqu'ils se disputaient, elle avait déjà pris l'habitude de partir quelques jours avant de revenir. Alors, il avait supposé qu'elle finirait par rentrer à la maison comme toujours. Mais cette fois-ci, rien. Pas d'appel, pas de message, silence total. Il a dit avoir essayé de l'appeler, de lui laisser des messages vocaux, suppliant qu'elle réponde, qu'elle leur devait une explication, à lui et aux enfants. Mais aucune réponse. Finalement, après 5 jours de silence, il a décidé qu'il était temps de contacter la police. La police, elle, n'a pas perdu de temps. Une enquête pour disparition inquiétante a été immédiatement lancée. Affiches placardées, interrogatoires, recherche active. Tout le monde se mobilise. Sa sœur Alicia imprime des affiches de recherche, les collègues de Tara sont interrogés et Verena, l'au-pair allemande, est questionnée. Elle affirme qu'elle n'était pas là la nuit où Tara a disparu. Elle était sortie avec des amis, ce que plusieurs témoins ont confirmé. Mais ce qui a le plus intrigué les enquêteurs, c'est le comportement de Stephen. D'un côté, il jouait le mari éploré à la télévision. Il passait d'innombrables appels aux médias, suppliant quiconque savait quoi que ce soit de se manifester. Il pleurait, il tremblait, il donnait l'impression d'être un homme brisé. Mais quelque chose clochait. Les détectives ont vite remarqué des incohérences. D'abord, il semblait trop nerveux, ce qui est normal dans une telle situation, mais chez lui, c'était excessif, trop fébrile, trop sur la défensive. Et puis, il oscillait entre 2 extrêmes, parfois trop coopératif, essayant presque de prendre part à l'enquête lui-même, puis, soudainement, il se fermait. Il a fini par refuser de coopérer, s'est payé un avocat, et quand la police lui a demandé de passer un test polygraphique, il a refusé. Enfin,
il a refusé de le faire avec eux. Mais avec son propre avocat, il a bien voulu en passer un. Résultat, inconclusif. Impossible de dire s'il mentait ou pas. Mais il y avait encore plus étrange. Au début, il parlait de Tara avec amour et inquiétude. Mais au fil des semaines, son discours a changé. Il a commencé à la critiquer publiquement, à se plaindre qu'elle travaillait trop, qu'elle négligeait leur famille. Et pire encore, il a insinué qu'elle lui avait été infidèle. Un mari qui fait tout pour retrouver sa femme disparue et qui commence à salir sa réputation devant les caméras. Pour la police, c'était le signal d'alarme ultime. Et plus il creusait, plus l'image parfaite du couple s'effondrait. Car oui, il y avait bien de l'infidélité dans leur mariage, mais peut-être pas celle qu'on aurait pu imaginer. L'infidélité dans le mariage des Grant, elle venait bien de Stephen, et la police n'a pas mis longtemps à le découvrir. Environ une semaine après le début de l'enquête, un membre du public a contacté les détectives avec une information troublante. Il avait fréquenté une femme nommée Dina, et selon lui, Dina avait elle aussi fréquenté Stephen. Oui, le même Stephen qui, à la télévision, jouait le mari effondré par la disparition de sa femme. Dina et Stephen se connaissaient depuis l'enfance. Ils avaient déjà été ensemble, mais récemment, ils s'étaient retrouvés. 2 semaines avant la disparition de Tara, ils avaient recommencé à se parler, à flirter. Les enquêteurs ont rapidement mis la main sur Dina, qui a confirmé une partie de l'histoire. Elle a assuré qu'ils n'avaient jamais eu de relation physique, mais qu'ils s'étaient échangé des emails, et le contenu était évocateur. Dina, qui travaillait comme infirmière, avait reçu des messages où Stephen lui disait qu'il avait besoin d'un bain éponge. Mais le plus troublant était cette phrase. « Les vœux de mariage sont comme les limites de vitesse, parfois destinées à être enfreintes. » Poétique, n'est-ce pas? Pourtant, Dina maintenait que tout était resté en ligne. Mais la police n'allait pas tarder à découvrir une autre liaison, bien réelle cette fois. Car Stephen n'avait pas seulement flirté par email, il entretenait aussi une liaison physique avec Verena, l'au-pair, la jeune fille de 19 ans que Tara avait engagée pour les aider avec leurs enfants. Verena était une Allemande fraîchement débarquée aux États-Unis, jeune, naïve et impressionnable. Stephen, lui, avait près de 20 ans de plus. Il aurait pu être son père, mais visiblement, il voyait les choses autrement. Dès qu'elle a emménagé, il a commencé à la remarquer. Des commentaires douteux, des flirts insistants, et Verena, flattée, jouait le jeu. C'était un jeu dangereux. Et il a fini par déraper. Environ 4 à 6 semaines avant la disparition de Tara, leur relation est devenue physique. Et selon ses propres aveux plus tard, Verena est tombée amoureuse de lui. Elle était jeune, elle était sous son toit, et elle croyait à cette histoire, une dynamique toxique cachée aux yeux de tout le monde. Mais la question que la police allait bientôt se poser était bien plus inquiétante. Jusqu'où Stephen était-il prêt à aller pour que cette liaison ne s'arrête jamais? Verena a fini par admettre l'inavouable. Elle et Stephen avaient eu des relations sexuelles orales dans le lit conjugal, le même lit que Stephen partageait avec Tara. Pendant que Tara travaillait, eux dormaient ensemble, s'embrassaient, se câlinaient. Et comme si ce n'était pas assez sordide, elle a raconté qu'un matin, alors qu'elle était allongée dans le lit de Stephen, Lindsay, la fille de 6 ans du couple, est entrée dans la chambre. Affolée, Verena a dû se cacher sous la couverture, espérant que l'enfant ne la voie pas. Tout ça pendant que Stephen jouait les maris parfaits en public. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que malgré son infidélité évidente, Stephen ne supportait pas l'idée que Tara puisse faire la même chose. Il était obsédé
par l'idée qu'elle le trompait avec son patron du Washington Group International, obsédé au point de l'espionner. Il n'avait aucune preuve de cette prétendue liaison, mais ça ne l'a pas empêché d'installer un logiciel espion sur l'ordinateur de Tara. Grâce à ça, il pouvait fouiller son historique Internet, lire ses emails, traquer ses moindres faits et gestes. Ironique, non? Monsieur flirte avec des jeunes filles, mais se persuade que c'est sa femme la coupable, et ce n'était pas la première fois qu'il se livrait à ce genre de comportement. En interrogeant les anciennes au pair qui avaient vécu chez les Grant, la police a découvert quelque chose de bien plus dérangeant. Stephen les espionnait en secret. Il avait découpé un trou dans un mur ou dans un placard, juste pour pouvoir les observer dans leur chambre, les voir se changer, les voir nus. Une perversion qui prenait une toute nouvelle ampleur maintenant que Tara avait disparu. Alors, les enquêteurs se sont posé la question fatidique. Stephen aurait-il tué sa femme? Il avait une liaison avec leur nounou. Il haïssait l'idée que Tara puisse le tromper. Et maintenant, elle était introuvable. Plus les jours passaient, plus la police craignait le pire. Il n'y avait aucun mouvement sur le compte bancaire de Tara. Son téléphone était inactif. Elle n'avait pris aucun vol pour Porto Rico. C'était comme si elle s'était évaporée. Et à ce stade, les détectives ont commencé à abandonner l'idée qu'elle puisse être en vie. Ce qui, au départ, était une affaire de disparition inquiétante, commençait lentement mais sûrement à se transformer en enquête pour homicide. Le 24 février 2007, 10 jours après que Stephen ait signalé la disparition de Tara, les recherches se sont intensifiées dans le parc métropolitain de Stony Creek, à seulement 1 mile de la maison des Grant. Plus de 150 chercheurs, des chiens renifleurs, un hélicoptère, 6 heures de recherche intensive. Et pourtant, rien. Mais 4 jours plus tard, un simple promeneur de chiens a découvert ce que la police cherchait désespérément. Un sac plastique Ziploc dissimulé dans un tronc d'arbre. À l'intérieur, du sang, des gants, des cheveux, des copeaux de métal. La femme qui a trouvé ce sac, Sheila, savait exactement sur quoi elle venait de tomber. L'affaire Tara Grant était partout dans les médias et son instinct ne l'a pas trompée. Elle a immédiatement appelé la police et ce que les enquêteurs ont découvert dans ce sac ne jouait pas en faveur de Stephen. L'un des détails les plus accablants pour Stephen était la présence constante de copeaux de métal sur ses vêtements. Ces particules venaient directement de l'atelier de son père, où il travaillait parfois. Et puis, il y avait le sang. Après analyse, il a été confirmé que le sang retrouvé dans le sac Ziploc était celui de Tara. À ce stade, les doutes n'existaient plus. Tara était morte et Stephen était le principal suspect. Avec cette nouvelle preuve accablante, les détectives ont enfin pu obtenir un mandat de perquisition pour la maison des Grant. Le 2 mars 2007, environ 3 semaines après la disparition de Tara, la police a frappé à la porte de Stephen avec l'autorisation légale de fouiller sa maison de fond en comble. Lorsqu'ils sont arrivés, Stephen leur a ouvert la porte, a pris connaissance du mandat et pendant que les agents pénétraient dans la maison, il a pris son chien et est sorti pour une promenade. Enfin, c'est ce qu'il a prétendu faire. En réalité, il n'est jamais revenu. Pendant ce temps, la police passait la maison au peigne fin. Ils avaient déjà effectué une inspection rapide après la déclaration de disparition de Tara, mais à ce moment-là, ils n'avaient rien trouvé de suspect. Pas de sang, pas de signe de lutte. La maison paraissait normale, mais cette fois-ci, ils avaient du temps, des moyens et surtout un véritable mandat. Et ce qu'ils allaient trouver dans le garage allait glacer le sang de tous les enquêteurs présents. Dans le garage, ils ont remarqué un bac de rangement en plastique qui n'était pas là lors de leur première visite. Un détail inquiétant.
En l'ouvrant, l'horreur a frappé. À l'intérieur des sacs poubelles, ils ont découvert un torse humain féminin, toujours entièrement vêtu. Et c'était tout. Pas de tête, pas de bras, pas de jambes, juste un torse mutilé. Les agents savaient immédiatement à qui il appartenait. Tara Grant, la femme qui dormait dans cette maison, la mère de 2 enfants. Son corps démembré avait été entreposé ici, dans son propre garage, pendant que ses enfants vivaient juste à côté. Mais où était le reste d'elle? Et surtout, où était Stephen? La police a immédiatement lancé une chasse à l'homme. Stephen avait fui, probablement terrifié à l'idée d'être arrêté. Pendant ce temps, les détectives ont intensifié les recherches pour retrouver le reste du corps de Tara. Leur théorie? Stephen avait d'abord tenté de se débarrasser de ses restes dans le parc métropolitain de Stony Creek, mais en apprenant que la police prévoyait de fouiller la zone, il aurait récupéré une partie des restes et les aurait ramenés chez lui. D'ailleurs, il n'avait cessé de parler du parc lors de ses interviews télévisées. Il le mentionnait sans raison apparente, insistant sur le fait qu'il y allait souvent avec sa famille, qu'il faisait du VTT là-bas, qu'il adorait cet endroit. La police a compris le message caché. Ce parc était bien plus qu'un simple lieu de détente pour les Grant. Le 3 mars 2007, une seconde fouille du parc Stony Creek a été lancée. Et cette fois, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. D'autres parties du corps de Tara. La chasse à l'homme pour Stephen Grant a continué alors que la police a récupéré les restes de Tara. Et 2 jours après la découverte du torse, le 4 mars 2007, ils l'ont retrouvé. Grâce à un appel téléphonique qu'il a passé à sa sœur, la police a réussi à localiser son téléphone dans le Wilderness State Park, une zone reculée du nord du Michigan, à plus de 360 km de chez lui. Il voulait mourir. Il a laissé des lettres de suicide à ses enfants, a emporté de l'alcool, des somnifères, des lames de rasoir et même un faux pistolet. Son plan? Forcer la police à l'abattre en les menaçant avec cette arme factice. Mais le destin en a décidé autrement. Quand les forces de l'ordre l'ont trouvé, Stephen était au bord de la mort. Il s'était effondré sous un arbre, victime d'une hypothermie sévère. Il délirait. Il parlait aux arbres, voyait des gens imaginaires. Son corps était trop faible, il n'a même pas pu marcher. La police a dû le transporter en hélicoptère jusqu'à l'hôpital le plus proche. Après son traitement, la police a pris le relais. Dès qu'il a été en état d'être interrogé, ils l'ont arrêté pour le meurtre de Tara Lynn Grant. Et cette fois-ci, il ne s'est pas débattu. Pas d'histoire, pas de mensonge. Il a tout avoué. Il a raconté sa version des événements de cette nuit fatidique. Le 9 février, Tara est rentrée de Porto Rico. Fatiguée, elle a déballé son sac dans leur chambre pendant que lui se préparait à dormir. Mais une dispute a éclaté. Il n'a pas supporté qu'elle reparte dès le dimanche, trouvant injuste qu'elle passe plus de temps au travail qu'avec lui et les enfants. La jalousie, la colère, et puis la rupture. Tara lui a lancé qu'elle en avait assez, qu'elle allait demander le divorce, emmener les enfants et qu'il finirait à la rue. Ça a été l'élément déclencheur. Stephen a perdu le contrôle. Il l'a attrapée, elle s'est débattue, lui a giflé le visage et il a riposté. Tara est tombée en arrière, sa tête a heurté le sol, mais elle était encore consciente. C'est alors qu'il s'est jeté sur elle, a serré ses mains autour de son cou et a l'étranglée. Alors qu'elle luttait pour respirer, il a caché son visage sous un vêtement, incapable de supporter son regard pendant qu'il la tuait. Quelques instants plus tard, elle était morte. La panique. Il a dû cacher son crime. Il a pris une ceinture en cuir, l'a enroulée autour de son cou et a traîné son cadavre hors de la chambre, descendant les escaliers, traversant la maison, jusqu'à sa voiture. Mais alors qu'il tentait de la soulever, la ceinture a lâché. La tête de Tara s'est écrasée sur le béton, produisant un bruit abominable,
qu'il a décrit plus tard comme celui d'une pastèque tombant sur du ciment. Il l'a jetée dans le coffre du SUV et à ce moment-là, Verena est rentrée. Il n'a pas eu le temps de s'enfuir. Alors, il a menti. Il lui a raconté la même histoire qui l'a servi plus tard à la police. Tara est partie d'elle-même. Elle est montée dans une voiture sombre et a disparu. Mensonge. Un mensonge cousu de fil blanc, mais qui a tenu plus de 2 semaines, jusqu'à ce que tout s'écroule. Verena, elle l'a cru. Comment aurait-elle pu imaginer que l'homme qu'elle aimait secrètement était un monstre? Elle ne s'est pas posé de questions et s'est sentie désolée pour lui, avalant son mensonge sans hésitation. Mais plus tard, avant même son arrestation, Stephen a commis une erreur fatale. Alors qu'il était en fuite, il a appelé Verena et lui a tout avoué. Un moment de faiblesse, un besoin de se confier, peut-être même une dernière tentative pour l'avoir de son côté. Mais elle n'était plus sous son emprise. Dès qu'elle a raccroché, elle a contacté la police et a raconté tout ce qu'elle savait. Mais revenons au mouvement de Stephen juste après le meurtre. Il a laissé le corps de Tara dans le coffre de sa voiture pendant 2 jours entiers. Tout le week-end, il a continué à jouer son rôle de père de famille, pendant que le cadavre de sa femme pourrissait à quelques mètres de là. Mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser là éternellement. Alors, dans la nuit du 11 février, il a conduit jusqu'à l'atelier de son père. C'est là que l'horreur absolue s'est produite. Il a étendu le corps de Tara sur une bâche, a pris une scie à ruban et a commencé à la découper, morceau par morceau. Il a placé chaque partie dans un sac poubelle, les a entassées dans un conteneur de stockage et a remis le tout dans sa voiture. Le lendemain matin, il est retourné à son véhicule, cette fois avec une luge, celle que ses enfants utilisaient pour jouer dans la neige. Son plan ? Transporter discrètement les restes de Tara jusqu'au parc métropolitain de Stony Creek, les enterrer là-bas et faire disparaître toute preuve. Mais son plan a déraillé. Alors qu'il tirait la luge avec le conteneur, celui-ci s'est renversé et a commencé à dévaler une colline. Stephen a couru après, mais il était trop tard. Le couvercle s'est ouvert et les sacs se sont éparpillés. Pris de panique, il a ramassé ce qu'il pouvait, enterrant certains morceaux sous la neige, enfouissant le torse de Tara sous un monticule glacé et s'est enfui. Mais il ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'il dispersait les morceaux de son crime, il jouait aussi la comédie. Il appelait le téléphone de Tara, laissait des messages vocaux larmoyants, suppliant qu'elle le contacte. Puis, le 14 février, il a fait son grand numéro. Il s'est présenté à la police, le visage inquiet, déclarant la disparition de sa femme. Il voulait convaincre tout le monde, les médias, les enquêteurs, le public, mais quand il a appris que la police allait fouiller Stony Creek, il a paniqué. Il est retourné sur les lieux, a récupéré le conteneur contenant le torse et l'a caché dans son garage. Il comptait sûrement récupérer les autres morceaux, mais il ne les a jamais retrouvés. Peut-être espérait-il que des animaux sauvages finiraient par les faire disparaître. Mais la police a tout trouvé, enfin, presque tout. Selon un épisode de Crime Watch Daily, Stephen a découpé Tara en 14 morceaux. À ce jour, 3 d'entre eux n'ont jamais été retrouvés. Parmi les preuves macabres découvertes à Stony Creek, la police a aussi mis la main sur des lames de scie, celles-là même qu'il avait utilisées pour la mutiler. C'était donc le récit de Stephen Grant, sa version des faits. Mais, bien sûr, la police a toujours eu des doutes. Il avait présenté ce crime comme un acte impulsif, né d'une simple dispute conjugale où Tara l'aurait menacé de divorce et de le laisser sans rien. Mais était-ce vraiment le mobile? Ou bien l'a-t-il tué pour protéger son secret? Pour éviter que Tara découvre sa liaison avec Verena, leur jeune au-pair de 19 ans?
Peut-être que Tara savait déjà. Peut-être que c'est elle qui a confronté Stephen cette nuit-là. Qui sait? Ce que la police sait avec certitude, c'est que Verena n'a joué aucun rôle dans ce meurtre. Ils ont envisagé la possibilité d'une complicité, mais aucune preuve ne pointait dans ce sens. Cette nuit-là, elle n'était pas là. Et jusqu'à son aveu par téléphone, elle ignorait tout de ce qu'il avait fait. Après sa confession, Stephen a été officiellement inculpé pour meurtre ainsi que pour mutilation et dissimulation d'un cadavre. Son procès s'est tenu en décembre 2007 et le verdict est tombé. Coupable de meurtre au second degré et de mutilation d'un cadavre. Sa peine ? 50 à 80 ans de prison. En clair, il ne pourra pas sortir avant ses 80 ans et même là, il est très peu probable qu'il voie jamais la liberté à nouveau. Il mourra probablement en prison. Un destin scellé, conséquence de ses propres actes monstrueux. Mais au milieu de cette tragédie, 2 enfants ont dû tout reconstruire. Lindsay et Ian, âgés de 6 et 4 ans lorsque leur mère a été assassinée, ont été confiés à leur tante, Alicia, et son mari, Eric Standifer. Pour les protéger de l'héritage de leur père, ils ont abandonné le nom de Grant et sont devenus Lindsay et Ian Standifer. En 2017, soit 10 ans après le meurtre de leur mère, un article a révélé qu'ils allaient bien. Ils n'étaient plus des enfants, mais des adolescents solides. Et aujourd'hui, ils sont devenus adultes. Et leur résilience force le respect. Plutôt que de laisser ce drame les définir, ils ont transformé leur douleur en action. Chaque année, avec d'autres membres de la famille de Tara, ils participent à la Marche de Tara, un événement de 5 km destiné à sensibiliser et collecter des fonds contre la violence domestique. Ils ont choisi de se battre, de garder vivant l'héritage de leur mère, de lui rendre hommage d'une manière qui aide d'autres victimes, un combat digne, né d'une tragédie inimaginable. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.